Vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui le cours en hématologie, toujours la maladie Hodgkin, d'accord? Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de mon page médicale dans la boîte d'infos, surtout à s'abonner pour recevoir toutes mes publications. Et voilà, c'est parti. Alors, il faut savoir, donc, comme définition de la maladie d'Hodgkin, d'accord? La maladie d'Hodgkin est une hémopathie déjà maligne, donc c'est une prolifération. La première information à connaître, c'est que la maladie d'Hodgkin, c'est une prolifération qui est maligne, d'accord? C'est une prolifération à partir de quel type de cellules? C'est pas comme les autres cours qu'on a déjà abordés dans les leucémies. Les leucémies, on a déjà dit que c'est une prolifération maligne développée à partir de cellules qui se trouvent au niveau de la moelle. Là, dans cette maladie, la maladie d'Hodgkin, la première information à connaître, que c'est une prolifération maligne toujours, mais à partir de cellules qui se trouvent dans les organes lymphoïdes périphériques et plus particulièrement les ganglions. D'accord? Donc, c'est une prolifération, récapitulons un petit peu la définition de la maladie d'Hodgkin, c'est une prolifération maligne à partir de lymphocytes B, d'accord? Retenez ça très bien, à partir de lymphocytes B, qui se trouve au niveau des ganglions généralement. D'accord? C'est pour ça que le signe le plus fréquent de la maladie de Hodgkin, c'est la présence de multiples adénopathies qui se trouvent dans le corps. D'accord? C'est généralement la multiplication de ces cellules de façon anormale et anarchique qui va augmenter le volume des ganglions formant des adénopathies. D'accord? Donc, la maladie de Hodgkin est une hémopathie maligne entrant dans le cadre des lymphomes malins. Vous remarquez qu'on a déjà détaillé le mot lymphome. Lymphome, c'est une prolifération, c'est une prolifération de cellules à partir des organes lymphoïdes périphériques. Ce n'est pas des proliférations dans la moelle comme c'est le cas pour les leucémies. D'accord? Il faut savoir que la cause reste toujours inconnue, mais il existe certains facteurs de risque qui sont connus, mais la cause principale, elle est inconnue. Caractérisée de point de vue histologique, on va voir par la suite que le diagnostic de certitude de la maladie d'Hodgkin, il est histologique. C'est-à-dire, on va faire une biopsie du ganglion. D'accord? Par la présence de 1 à 5% de cellules tumorales. Les cellules tumorales sont les cellules de Reed-Sternberg, désolé. Ce sont des cellules qui étaient longtemps inconnues. Ils n'ont pas connu la nature de ces cellules, mais par la suite, ils ont déterminé que ces cellules sont seulement des lymphocytes B, d'accord, à cause de la prolifération anormale de ces lymphocytes B. Au sein d'un infiltrat cellulaire polymorphe, inflammatoire et réactionnel, donc à côté de ces cellules, on va retrouver généralement des granulons, c'est-à-dire des cellules inflammatoires qui entourent, disons, plus ou moins les cellules malignes, et réactionnelle dans l'appartenance lymphoïde B, remarquez bien, dans l'appartenance lymphoïde B est actuellement admise. D'accord? Donc, c'est une prolifération maligne développée à partir de lymphocytes B au niveau généralement des organes lymphoïdes secondaires, particulièrement les ganglions. D'accord? J'espère que c'est clair. Maintenant, on passe à notre épidémiologie. Donc, alors, la fréquence, la maladie d'Hodgkin représente 1% de l'ensemble des tumeurs malignes et 12% des lymphomes. D'accord? Peu importe, ça, c'est pas vraiment important. Je vais vous citer les éléments les plus importants à se concentrer sur. Alors, l'âge, donc on aura 3 pics entre 14 et 27 ans. Chez le sujet âgé aussi, donc 3 pics entre 14 et 27 ans chez le sujet âgé et l'enfant plus particulièrement en Afrique. Il faut savoir aussi, en Algérie, l'âge moyen de diagnostic est de 31 ans. Là, c'est rien à expliquer, c'est à apprendre purement, d'accord? Rien à expliquer, rien à comprendre. Bien sûr, il n'y a pas de pic en Algérie chez le sujet âgé. D'accord? Très bien. Le sexe prédominance masculine. Donc, vous voyez le sexe ratio, il y a une légère prédominance masculine, 1,4. L'étiologie, comme on l'a déjà dit, la cause de la maladie d'Hodgkin reste inconnue. Ça n'élimine pas qu'il y a certains facteurs de risque, d'accord? Mais l'étiologie réelle de la maladie d'Hodgkin, pourquoi ces cellules passent de l'état normal où il n'y a pas cette prolifération
à l'état anormal où il y a la prolifération qui est anarchique, là la cause elle est inconnue. On passe un petit peu, le troisième élément dans ce cours, c'est d'écrire un petit peu la physiopathologie. Alors la pathologie qui s'installe à un site initial, c'est les ganglions. Vous voyez que c'est une pathologie qui est maligne. Et vous savez que chaque pathologie maligne, elle va faire des extensions, c'est-à-dire les cellules tumorales ne vont pas se limiter sur le site initial, c'est-à-dire les ganglions, ils vont disperser un petit peu partout, ce qui fait toute la gravité des pathologies tumorales malignes. D'accord? Donc, il y a plusieurs modes d'extension de ces cellules tumorales de lymphocyte B. Le premier mode d'extension tout bête, c'est la voie lymphatique. Tant qu'elle touche les ganglions, et donc elle peut par voie lymphatique migrer d'un ganglion vers l'autre, d'une chaîne ganglionnaire vers l'autre, et former des adénopathies plus ou moins nombreuses dans le corps. D'accord? Donc, ces cellules peuvent migrer d'un ganglion à l'autre. Donc, si par exemple, ils touchent les ganglions subclaviculaires, ils peuvent migrer vers les ganglions axillaires, etc. Donc, la voie lymphatique, le début ganglionnaire est unifocal, c'est-à-dire elle touche dans un premier temps une seule chaîne ganglionnaire, et bien sûr, l'extension se fait de proche en proche, vous voyez, d'un ganglion à l'autre, au territoire ganglionnaire adjacent par voie lymphatique à travers le canal thoracique. Vous voyez? Il vous dit que le site initial est par ordre de fréquence, c'est-à-dire la fréquence de cette pathologie, c'est purement statistique, il n'y a rien à comprendre ici, donc rien à expliquer. Là, les chaînes ganglionnaires les plus attaquées par la pathologie par ordre de fréquence, c'est intrathoracique, cervicale haute, moyenne, inguinocrurale, lombaire et axillaire. Vous voyez, intrathoracique, ce sont des ganglions qui sont profondes. On ne voit pas généralement les adénopathies, quand ils sont augmentés de volume, on ne les voit pas. Mais par contre, les ganglions superficiels, comme les ganglions par exemple cervicales, qui se trouvent au niveau du cou, inguinocrurales, qui se trouvent dans la région inguinale, dans la région lombaire et même dans la région axillaire, s'ils augmentent de volume, on va les voir. D'accord? Il faut faire la différence entre les ganglions profondes, comme les ganglions intrathoraciques, qui sont vus uniquement par radiographie. Si on fait la radiographie pulmonaire, on va les voir comme une opacité qui est grande, d'accord, et on va comprendre que c'est une adénopathie, mais elle est profonde, on la voit pas. On la voit par la radiographie, d'accord. Ils vous disent que l'ordre de fréquence, donc la maladie d'Hodgkin touche surtout les ganglions intrathoraciques, ensuite cervicales, ensuite inguinocrurales, lombaires et axillaires. C'est seulement purement statistique, d'accord. Très bien. Vous voyez que des territoires intrathoraciques, si elle touche les territoires intrathoraciques, vous voyez que la maladie d'Hodgkin touche les territoires intrathoraciques d'une probabilité de 65% des cas. Dans 65% des cas, comme on a déjà dit par ordre de fréquence, c'est la première, elle touche les ganglions profonds, notamment les ganglions intrathoraciques. D'accord? Donc, vous voyez que l'extension des ganglions intrathoraciques, elle peut faire vers les ganglions superficiels, notamment les ganglions qui se trouvent dans le creux susclaviculaire. Donc, au-dessus de la clavicule se trouve un creux, et dans ce creux, il y a une chaîne ganglionnaire. Donc, vous voyez que même des cellules qui étaient initialement dans les territoires intrathoraciques profondes peuvent migrer par les chaînes ganglionnaires vers les chaînes ganglionnaires superficielles, susclaviculaires, vers les aisselles, donc les chaînes ganglionnaires superficielles axillaires ou autres. Donc, vous voyez que c'est une prolifération qui est généralement anarchique et c'est une migration qui est anarchique. Vous voyez d'un site initial, par exemple, cervical, elle peut migrer vers les creux susclaviculaires, elle peut toucher les ganglions axillaires. Ils vous disent aussi que si elle touche dans un site initial le territoire inguinal, elle peut migrer aussi vers les creux susclaviculaires gauche majoritairement. Ils vous disent aussi que si elle touche initialement un territoire axillaire, vous voyez que c'est une probabilité qui est faible comparant avec les territoires intrathoraciques. Dans 5% des cas, le territoire initial de la prolifération de ces lymphocytes B malignes peut être dans la chaîne ganglionnaire axillaire, d'accord? Et vous disent que si le territoire initial, c'est les ganglions axillaires, d'accord, ils peuvent migrer vers le territoire susclaviculaire homolatéral. Donc, vous voyez que même si elles touchent une chaîne ganglionnaire, ils peuvent migrer facilement par voie lymphatique vers les autres chaînes ganglionnaires. D'accord? Très bien.
Donc là, le deuxième mode d'extension, on a vu le premier mode, c'est par voie lymphatique. Le deuxième mode, c'est par voie hématogène. C'est-à-dire, initialement, ces cellules malignes se divisent au niveau des ganglions et certaines cellules vont migrer par voie sanguine. Et vous voyez, tout ce qui passe dans la circulation sanguine, malheureusement, a la chance de aller partout dans l'organisme. Donc, c'est pour ça que l'extension par voie hématologique, par voie hématogène, désolé, c'est pas hématologique, hématogène, par voie hématogène a la chance les cellules ont la chance d'aller partout dans l'organisme, d'accord? Donc, second mode d'extension expliquant l'atteinte, voyez, splénique de la rate et même viscérale. Donc, les atteintes à distance, disons. Donc, osseuse, védulaire, pulmonaire, hépatique. Vous voyez qu'on utilise toujours le mot extension parce qu'on parle déjà de lymphome, non pas des cancers qui sont plus ou moins, par exemple, gastriques ou autres. Donc, on utilise le mot métastase. Là, on utilise le mot extension. Même dans les leucémies, on utilise le mot extension. Donc là, ça explique les atteintes à distance, notamment osseuses, védulaires, pulmonaires, hépatiques, donc c'est un peu partout. Et le troisième mode, c'est l'extension par contiguïté, c'est-à-dire d'un viscère qui est pas à distance, qui est à contiguïté, c'est-à-dire à proximité du site initial de la prolifération, donc à partir d'un ganglion envahi, et explique l'atteinte péricardique, la paroi thoracique et une vertèbre isolée. Là, par exemple, quand on a une prolifération maligne de lymphocytes B au niveau des chaînes ganglionnaires intrathoraciques, ça explique que, par exemple, la paroi thoracique ou même les poumons seront touchés. Donc là, c'est pas une prolifération, c'est pas une extension qui est à distance, comme c'est le cas par voie hématogène, mais c'est une extension par contiguïté, c'est-à-dire à proximité du site initial. D'accord? Très bien. Donc, en ce qui concerne la physiopathologie, on a vu donc les modes d'extension et on va voir aussi le deuxième élément dans la physiopathologie, c'est les troubles immunitaires. D'accord? Il faut savoir qu'il y a dans la maladie d'Hodgkin une atteinte de l'immunité cellulaire. C'est pas humorale, c'est cellulaire, donc les LT, est quasi constante, ce qui explique une allergie tuberculinique, donc intradermale réaction à la tuberculine qui est négative, mais c'est pas dans tous les cas négatif. D'accord, qui est négative dans la majorité des cas. Et retenez ça très bien qu'une intradermale réaction à la tuberculine positive n'élimine en aucun cas le diagnostic. D'accord? Mais il faut savoir que l'intradermale réaction à la tuberculine, tant qu'elle utilise l'intradermale réaction à la tuberculine, elle utilise l'immunité cellulaire. Donc si on la retrouve négative, c'est un élément en plus. Il faut savoir qu'elle est négative dans la majorité des cas, avec conservation de l'immunité humorale. Là, on peut expliquer ça par l'envahissement des ganglions. Ils vont faire une pression sur les lymphocytes qui se trouvent au niveau des ganglions. Ils vont empêcher ces lymphocytes de faire leur action, d'accord? Donc, on aura une atteinte quasi constante de l'unité cellulaire au cas de la maladie d'Hodgkin. Après avoir fait le côté de la physiopathologie, on attaque le quatrième élément dans notre cours, c'est les différents tableaux cliniques révélateurs de la maladie d'Hodgkin. Donc, la clinique de la maladie d'Hodgkin. Quelles sont les manifestations cliniques observées en cas de la maladie d'Hodgkin? Alors, plusieurs tableaux peuvent révéler la maladie. Il faut savoir que le tableau le plus fréquent, c'est les adénopathies. Tant que c'est une prolifération maligne de lymphocytes B au niveau des ganglions, la première manifestation, c'est les adénopathies, c'est-à-dire l'augmentation des volumes des ganglions. D'accord? Donc, tableau d'adénopathie superficielle. Donc, le plus fréquent, vous voyez 70% des cas. Il s'agit de la découverte d'une ou de plusieurs adénopathies superficielles. Il peut s'agir des adénopathies susclaviculaires, cervicales. Vous voyez, cervicales, c'est la majorité des cas. Donc, la maladie d'Hodgkin, elle est très fameuse par les images des enfants, généralement, qui ont une adénopathie sur le cou. D'accord? Sur le cou. Rarement, vous voyez, rarement axillaire isolé. Donc, l'axillaire, généralement, c'est une extension d'un site initial, cervical ou autre. D'accord? Exceptionnellement, inguinal. D'accord? Dont les caractères sont les suivants. On va voir les caractères de ces adénopathies malignes en cas de la maladie d'Hodgkin. D'abord, ils sont fermes. Vous voyez les signes de malignité. Fermes, ils ne sont pas mous, ils sont asymétriques. Ce n'est pas dans la leucémie lymphoïde chronique. Les adénopathies, on a déjà dit, qui sont bilatérales et symétriques. Là, les adénopathies sont asymétriques. Pourquoi asymétriques?
Parce que c'est pas comme le cas de la leucémie, ils ont un siège médulaire. Et tant qu'elles sont de siège médulaire, ils passent vers le sang, ils vont attaquer toutes les ganglions du corps. C'est pour ça que l'atteinte, elle est bilatérale. Là, l'atteinte, elle est asymétrique parce que déjà, le premier site initial, c'est déjà un site unilatéral. C'est pour ça qu'on ne va pas retrouver, par exemple, une atteinte de part et d'autre en même temps. Le site initial, il est unilatéral et ensuite, on aura les extensions. Donc, ils sont asymétriques, uniques ou multiples. Donc, on peut avoir un site unique, comme on peut avoir l'extension vers plusieurs chaînes ganglionnaires, donnant des adénopathies qui sont multiples, de volume qui est modéré. Vous voyez les caractères de malignité, ils sont indolores, ils sont non inflammatoires, lentement mobiles et non compressifs. C'est les caractères des adénopathies qui sont malignes. D'accord? Surtout augmentation progressive du volume dans 80% des cas. Pourquoi? Parce qu'on a ces cellules qui ne s'arrêtent pas de se diviser et donc on aura l'augmentation progressive de volume de ces ganglions. Parfois douloureuse après l'ingestion de l'alcool. Là, c'est une information que les scientifiques n'ont pas jusqu'à maintenant une explication claire pourquoi l'ingestion de l'alcool provoque les douleurs au niveau des adénopathies. Là, c'est une information sans explication jusqu'à présent. Le premier tableau, on a déjà dit, c'est les tableaux des adénopathies superficielles. Le deuxième tableau, on peut avoir un tableau d'adénopathie profonde. D'accord? Pourquoi le tableau d'adénopathie profonde est moins fréquent que le tableau d'adénopathie superficielle? Parce que les adénopathies superficielles sont généralement vues par le médecin. Donc, c'est le caractère le plus fréquent de la révélation de la maladie. On a déjà dit, plusieurs tableaux peuvent révéler la maladie. Donc là, les adénopathies profondes ont moins de chances d'être vues que les adénopathies superficielles. C'est pour ça qu'ils sont en deuxième range. Là, les adénopathies profondes, c'est les adénopathies intrapulmonaires, médiastinales, etc. Donc, adénopathie intrathoracique, généralement médiastinale dans la majorité des cas, voire 20% des cas. Et ces adénopathies profondes, je vous ai dit qu'on ne peut pas les voir seulement sur une radiographie pulmonaire. On peut les voir seulement par une radiographie pulmonaire. Donc, la découverte sur une radiographie pulmonaire systématique d'une opacité médiastinale, ou bien sûr, rarement à l'occasion de signes de compression. Quand l'adénopathie elle est vraiment grande, elle provoque une compression sur l'une des branches pulmonaires, elle peut causer une toux, une gêne respiratoire, une dyspnée. Un syndrome cave supérieur, quand l'adénopathie est vraiment grande, pour obturer la veine cave supérieure. Pour faire l'obturation de la veine cave supérieure. Et tant qu'on a l'obturation de la veine cave supérieure, vous pouvez déduire qu'on va retrouver des turgescences des veines jugulaires. On peut retrouver même un œdème en pèlerine dû à l'hyperpression du sang vineux au niveau de la veine cave supérieure. Donc, il va fuir. Il va constituer des œdèmes. Donc là, c'est dans de rares cas. La majorité des cas, la découverte de ces adénopathies, c'est sur une opacité, mais c'est sur la radiographie pulmonaire. D'accord? Parmi les adénopathies profondes, on peut retrouver aussi des adénopathies sous-diaphragmatiques, qui se trouvent sous le diaphragme. Donc, les formes abdominales pures représentent moins de 5% des cas. Donc, la majorité, ce sont des adénopathies qui sont médiastinales et se manifestent par des douleurs abdominales. D'accord? Très bien. Donc, les tableaux qui sont révélateurs de la maladie d'Hodgkin, A, tableau d'adénopathie superficielle, B, tableau d'adénopathie profonde, C, on peut retrouver la maladie d'Hodgkin suite à des signes généraux qui apparaissent. Donc, vous voyez, 10 à 20% des cas des maladies d'Hodgkin sont révélés par des signes généraux. Donc, représentent les sites d'évolutivité de la maladie d'Hodgkin, c'est-à-dire on est plus ou moins à un stade plus avancé pour que ces signes généraux apparaissent. Quels sont ces signes généraux? Eh bien, c'est l'amaigrissement de plus de 10% dans les 6 mois précédant la maladie, c'est le caractère de malignité. Une fièvre supérieure à 38, on l'appelle syndrome tumoral plus ou moins. Fièvre supérieure à 38, surtout vespérale, la nuit, pendant plus de 3 semaines, généralement mouillant le neige. Il s'agit d'une fièvre non infectieuse, c'est-à-dire elle n'est pas en relation avec une infection, quelquefois intercoupée de quelques jours d'apéritie. Et le troisième signe général, c'est les sueurs. D'accord? C'est les sueurs, hypersudation. Désolé, fièvre, j'ai confondu avec les sueurs qui mouillent le linge, d'accord? Désolé.
Alors, les sueurs, hypersudation nocturne, mouillant le linge, obligeant le patient à se changer. D'accord? C'est ça les 3 signes généraux qui peuvent révéler dans 10 à 20% des cas la maladie d'Hodgkin. J'espère que c'est clair. Dès le mode de révélation le moins fréquent, donc vous voyez rarement, un prurite, donc chronique isolé, facteur de mauvais pronostic, la présence de ce signe est à lui seul un facteur de mauvais pronostic ou une compression radiculaire voire médulaire sont les modes de découverte les plus rares. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors là, le 5e élément dans notre cours, c'est énumérer les examens à effectuer en vue d'établir un diagnostic de la maladie d'Hodgkin. Donc, quels sont les éléments qui peuvent nous révéler la maladie d'Hodgkin? Désolée. Alors, on peut faire un hémogramme, donc l'examen le plus facile à établir. Donc, dans ce cas, il peut être normal ou hyperlymphocytose neutrophile. L'hyperlymphocytose neutrophile, c'est en relation avec l'inflammation. Cette pathologie s'accompagne avec une réaction inflammatoire, on a déjà dit dans la définition si vous avez remarqué, une réaction inflammatoire tout autour. Donc là, la maladie d'Hodgkin s'accompagne d'une hyperleucocytose neutrophile. Désolée, là. D'accord? Donc elle va s'accompagner d'une hyperleucocytose neutrophile. Elle peut s'accompagner aussi d'une anémie. Pourquoi l'anémie? Donc l'anémie, elle a plusieurs mécanismes dans la maladie d'Hodgkin, soit par l'inflammation. Donc on a déjà dit qu'il y a certaines anémies qui ont d'origine inflammatoire, ou bien par l'infiltration médulaire, ou bien par l'anémie hémolytique auto-immune. Anémie hémolytique auto-immune, donc CLB, sont des cellules qui sont anormaux, ils peuvent fabriquer des anticorps qui vont attaquer les globules rouges, et donc on aura l'hémolyse de ces globules rouges, et donc on aura l'anémie. Le 3e mécanisme, c'est par l'infiltration médulaire, c'est-à-dire que les cellules tumorales, lymphocytes B malignes qui se trouvent au niveau des ganglions, par voie sanguine généralement, ils vont s'installer au niveau de la moelle osseuse, ils vont se multiplier de façon anarchique, ils vont comprimer les précurseurs qui vont constituer les globules rouges, et ils vont constituer l'anémie. Donc l'anémie, elle a plusieurs mécanismes dans la maladie d'Hodgkin. On peut retrouver dans certains cas une thrombocytose. Maintenant, si on fait l'intradermale action de tuberculine, on a déjà dit, désolé, qu'elle est négative dans 75% des cas. Donc dans la majorité des cas, on aura une anergie tuberculinique due au déficit cellulaire qui se trouve au niveau de la maladie d'Hodgkin. Si on fait un téléthorax, d'accord, si on fait un téléthorax, tout ça, vous voyez que ce sont des examens d'orientation. C'est-à-dire ce ne sont pas des examens qui vont nous donner des résultats qui sont sûrs qu'il y a la maladie d'Hodgkin, de certitude, d'accord? Ce ne sont pas les examens de certitude. Je vous ai dit que l'examen de certitude, en cas de la maladie d'Hodgkin, je le répète encore une fois, c'est la biopsie. C'est une étude histologique, d'accord? Parce que dans l'histologie, dans l'étude histologique, on va retrouver les cellules qu'on a déjà vues. C'est les cellules de Sternberg, sont des cellules de la maladie d'Hodgkin. On ne va pas dire que ce sont des cellules caractéristiques. Ces cellules se trouvent dans d'autres pathologies, mais on va poser le diagnostic, d'accord? On va poser le diagnostic de certitude de la maladie d'Hodgkin. J'espère que c'est clair. Là, vous voyez que ce sont des examens d'orientation. FNS, intradermale à la tuberculine, téléthorax. D'accord? Très bien. Alors, téléthorax face en inspiration. Le téléthorax peut être totalement normal parce qu'il arrive dans certains cas que seulement les adénopathies qui sont superficielles qui sont atteintes. Les adénopathies profondes, ils ne sont pas atteintes. Donc, les ganglions profonds, ils sont intacts. Donc, on peut retrouver un téléthorax qui est normal. Comme on peut retrouver ou mise en évidence d'une masse médiastinale. C'est quoi cette masse médiastinale? C'est les adénopathies, c'est les ganglions qui sont augmentés de volume. D'accord? On peut mesurer aussi l'index médiastino-thoracique
Je vais vous montrer l'index médiastino-thoracique. Alors, l'index médiastino-thoracique, il vous dit ce qui est. Donc, c'est quoi l'index médiastino-thoracique? C'est le rapport entre la plus grande largeur de la tumeur médiastinale. La tumeur médiastinale, c'est l'adénopathie, c'est pas la tumeur, c'est l'adénopathie. À la largeur du thorax au niveau de l'espace intervertébral D5, D6. Donc, c'est cette valeur. Donc, c'est la plus grande largeur de l'adénopathie médiastinale sur la largeur de la paroi thoracique dans l'espace D5, D6. C'est ça l'indice. Médiastino-thoracique. On recherchera une atteinte on va voir l'index médiastino-thoracique, il sert à quoi? On recherche une atteinte contiguë pulmonaire sternale costale ou un épanchement pleural. Tant qu'on aura ces adénopathies profondes médiastinales, on aura la chance de trouver d'autres localisations à proximité. D'accord? Parmi le dernier examen d'orientation, c'est la ponction ganglionnaire. Vous voyez que la ponction ganglionnaire égale étude cytologique. Pourquoi? Parce qu'on va ponctionner le ganglion, on va ponctionner et drainer un petit peu le suc du ganglion qui contient des cellules. On ne peut pas voir dans une ponction ganglionnaire un tissu, c'est-à-dire pour étude histologique. D'accord? Donc, gardez en tête ponction ganglionnaire égale étude cytologique du ganglion. Biopsie ganglionnaire égale étude histologique égale diagnostic de certitude. J'espère que c'est clair. Toujours, je répète ces informations pour que vous compreniez ces informations qui sont très importantes et très faciles à comprendre. Donc, il a une valeur importante, toujours un examen d'orientation, quand elle identifie les cellules de Reed-Sternberg, c'est difficile à prononcer, et le granulome inflammatoire. Là, c'est un diagnostic d'orientation. C'est quoi un examen d'orientation finalement? C'est un examen, même s'il est négatif, il n'élimine pas le diagnostic. Mais les examens de certitude, s'ils sont négatifs, vont éliminer le diagnostic. Donc, c'est ça la différence entre un examen d'orientation et un examen de certitude. Disons qu'on a fait la ponction ganglionnaire, elle n'a pas identifié ce type de cellule. Est-ce qu'on va éliminer le diagnostic? Non, parce que c'est un examen d'orientation. D'accord? Passons un petit peu aux examens de certitude. C'est numéro 1, la biopsie. La biopsie exérèse ganglionnaire, on va faire une étude histologique et même on peut faire une étude immunohistochimique quand vous retrouvez ce mot immunohistochimique, c'est-à-dire les antigènes qui se trouvent sur la surface de ces cellules. On va identifier le type des antigènes qui se trouvent sur la surface des cellules identifiées, donc confirme les diagnostics. Quand il va confirmer le diagnostic, quand il va montrer un bouleversement de l'architecture ganglionnaire, c'est normal, parce que le ganglion n'est pas normal, il contient des cellules malignes qui se prolifèrent de façon anarchique, donc c'est normal qu'on va retrouver le bouleversement de l'architecture ganglionnaire. C'est un signe de malignité, d'accord? Parce que les pathologies qui sont bénignes sont généralement bien limitées, ils ne sont pas dispersés comme les pathologies qui sont malignes. Le deuxième signe, c'est les cellules de Hodgkin et les cellules de Reed-Sternberg. Je vais montrer ces cellules-là. Je vais vous montrer ces cellules. Alors, voici la cellule de Reed. Je vais l'appeler FS, d'accord? Parce que c'est difficile à prononcer, Reed-Sternberg, d'accord? Donc, je vais l'appeler cellule RS, d'accord? Voici la cellule RS. C'est une cellule qui est, remarquez bien, c'est une cellule qui est grande. C'est une cellule qui est grande, basophile, d'accord, qui contient un noyau qui est bilobé, d'accord, qui contient un noyau bilobé en yeux de hibou, d'accord. Donc c'est ça les cellules de Reed-Sternberg ou la cellule RS, d'accord. Cellule de Hodgkin, c'est la même cellule, sauf que le noyau il n'est pas bilobé, d'accord. On a un seul lobe de noyau, d'accord. Donc ces les cellules sont caractéristiques de la maladie d'Hodgkin. D'accord? À côté de ces cellules, on peut retrouver un granulome inflammatoire à côté dans le ganglion. D'accord? Très bien. Là, le deuxième signe, c'est les cellules Hodgkin et RS, le granulome inflammatoire formé de poules nucléaires, lymphocytes, éosinophiles, plasmocytes, histocytes. D'accord?
Et on va retrouver une fibrose plus ou moins marquée et parfois organisée. Donc, on peut retrouver une trame de fibres ou de fibrose qui se trouve au niveau du ganglion. D'accord? Si on fait les antigènes de surface, retenez ça très bien, ces antigènes de surface caractérisent la cellule RS. La cellule de Reed-Sternberg, elle est CD30 positive, CD15 positive. D'accord? Donc la moitié 30 et 15. Donc là, CD30 positive, CD15 positive. D'accord? Donc dans l'immunohistochimie, on va retrouver ces deux antigènes qui sont positifs. D'accord? Très bien. Alors, sixième élément qu'on va aborder dans ce cours, c'est reconnaître et citer les différents types histologiques de la maladie d'Hodgkin. Il faut savoir qu'il y a différents types histologiques de cette maladie d'Hodgkin. C'est purement ce qu'on voit à l'histologie. D'accord? C'est une classification qui se base sur ce qu'on voit sur la coupe histologique. La classification histologique de Lucas établie par Ray en 1965. Vous voyez qu'il y a 4 types. D'accord? Il y a le type 1 à prédominance lymphocytaire, on va voir plusieurs lymphocytes dans la coupe histologique. Le type 2, c'est le type le plus fréquent, c'est le type scléronodulaire, on va voir des nodules dans le ganglion, d'accord, avec de la sclérose. Type 3, à cellularité mixte. Et type 4, déplétion lymphocytaire, c'est-à-dire il ne contient pas beaucoup de lymphocytes. D'accord? Il y a 4 types qui sont pratiquement basés sur seulement ce qu'on voit sur l'histologie. Et il faut savoir que le type 2, scléronodulaire, c'est le type le plus fréquent. Une deuxième classification a été établie en 2008, c'est la classification de l'OMS, qui classe la maladie d'Hodgkin en 2 entités. D'accord? Il y a l'entité de la maladie d'Hodgkin classique, c'est les formes qu'on a déjà abordées dans la classification de Ray, rien n'a changé. Sauf que l'OMS, elle a abordé ces 4 types sous le nom de la maladie d'Hodgkin classique, c'est-à-dire la maladie d'Hodgkin qu'on voit classiquement. Vous voyez les différentes formes, ils sont classés là. Donc ça, c'est le type 2, forme scléronodulaire. Elle représente la majorité des cas. On a la forme, donc type 3 à cellularité mixte, type 1 à prédominance lymphocytaire et type 4 à déplétion lymphocytaire rare, moins de 5% des cas. D'accord? La classification de l'OMS, quelle est la nouvelle dans la classification de l'OMS? C'est qu'elle a ajouté un autre type de la maladie d'Hodgkin. Elle a appelé le lymphome nodulaire à prédominance lymphocytaire ou granulome nodulaire. C'est un autre type qui est rare, qui n'est pas vu dans la majorité des cas, mais qui existe, d'accord? Qui contient donc des nodules de cellules, qui forment des nodules visibles par l'œil et qui contient plusieurs lymphocytes, d'accord? Très bien. Alors, 7e élément dans ce cours, c'est un cours qui est très long, je comprends, mais il faut passer par ces différents éléments, d'accord? Le 7e élément, c'est citer le bilan d'extension à effectuer devant toute maladie d'Hodgkin. Donc, tant que c'est une prolifération qui est maligne, chaque cours qui contient une prolifération maligne, sachez que vous allez aborder le bilan d'extension. D'accord? Quel type de cancer, c'est-à-dire prolifération maligne? Vous allez aborder les examens complémentaires qui vont vous permettre de voir l'extension de cette pathologie. Dans le cas de la maladie d'Hodgkin, premièrement, on fait une évaluation clinique. On doit rechercher les signes généraux, fièvre, sueur et amaigrissement. On a déjà dit que ce sont des signes qui indiquent les stades avancés de la pathologie. On va voir l'examen de tous les territoires ganglionnaires superficiels, bien sûr. On ne peut pas examiner les territoires profonds, axillaires, cervicales, susclaviculaires, inguinales, les territoires les plus connus, d'accord? Examiner la rate, le foie et le cavum oral nasofibroscope, d'accord? On peut faire une évaluation radiologique. La première évaluation, vous allez me dire qu'on peut retrouver des adénopathies profondes. Donc, le premier examen tout bête, c'est la radiographie thoracique. Elle peut mettre en évidence des adénopathies interbronchiques, entre les branches, d'accord? C'est pour ça que quand ils augmentent de volume, ils peuvent causer la compression d'une branche. On peut faire TDM cervico-thoraco-abdominopelvien. Là, c'est un examen qui est très spécifique, très spécialisé, qui peut retrouver toutes les extensions cervicales, les extensions thoraciques, les extensions abdominales et les extensions pelviennes. D'accord? Très bien.
On peut utiliser aussi le TEP scan par les éléments les plus... c'est un examen qui est plus ou moins complexe, mais qui est basé sur les cellules qui sont tumorales, consomment plus de glucose. Donc, on peut retrouver ces cellules, on peut les voir de façon vraiment sombre sur le TEP scan parce qu'ils sont hyper métabolisés. Donc, ils utilisent beaucoup plus de glucose par rapport aux autres cellules. La scintigraphie osseuse ne sera pratiquée que devant des signes d'appel osseuses. Si on a des signes d'appel osseuses, notamment des douleurs, etc., on peut faire la suspicion qu'il y a une extension vers l'os, et dans ce cas, on demande la scintigraphie osseuse. On peut faire l'évaluation histologique par la ponction biopsie osseuse pour voir est-ce qu'il y a une extension vers la moelle osseuse, et on peut faire une évaluation biologique par dosage des GGT et phosphatase alcaline. Donc là, disons l'extension hépatique, d'accord? Très bien. Et de façon générale sur le bilan biologique. Voilà. Pour le bilan d'évolutivité, on peut demander FNS, vitesse de sédimentation, fibrinogène, électrophorèse des protéines sériques, d'accord, etc. Là, c'est pour le bilan inflammatoire. On a déjà dit que la maladie s'accompagne d'une réaction inflammatoire. Donc, on peut retrouver une vitesse de sédimentation qui est élevée, fibrinogène élevé, etc. Très bien. Les cellules LB anormaux peuvent se différencier de façon anarchique en plasmocytes qui, à leur tour, fabriquent des anticorps ou synthétisent des anticorps de façon anarchique. Donc, on peut retrouver à l'électrophorèse des protéines une hypergamma-globuline. D'accord? On peut faire aussi un bilan immunologique, test de Komsiak si anémie inférieure ou égale à 10 grammes par décilitre. S'il y a une anémie qui est vraiment importante, désolé. Alors maintenant, on va voir un petit peu, 8e élément qui se trouve au niveau du cours, citer la classification anatomique utilisée dans la maladie d'Hodgkin. Donc, il faut savoir qu'il y a une classification qui est établie en 1971, d'accord, 71, qui classe la maladie d'Hodgkin en 4 stades. Il faut savoir qu'il y a 4 stades. C'est une classification qui est très très importante. Elle va servir dans la prise en charge parce que vous allez voir que le stade 1 et 2, c'est un stade qui est pas vraiment avancé. Stade 3 et 4, c'est un stade qui est considéré comme avancé. D'accord? Donc, stade 1, vous voyez, atteinte d'une seule aire ganglionnaire, que ce soit sus ou bien sous-diaphragmatique, au-dessus ou dessous du diaphragme. Stade 2, atteinte de plusieurs aires ganglionnaires, mais ces aires ganglionnaires sont du même côté du diaphragme, c'est-à-dire soit au-dessus du diaphragme, soit au-dessous du diaphragme. Stade 3, atteinte de plusieurs aires ganglionnaires de part et d'autre du diaphragme. D'accord? Donc, on a des chaînes ganglionnaires au-dessus et au-dessous. Et stade 4, atteinte d'un viscère avec ou sans atteinte ganglionnaire, à condition que le viscère soit à distance du ganglion. D'accord? Voyez une remarque, une atteinte viscérale unique contiguë, c'est-à-dire qui n'est pas à distance, c'est-à-dire à proximité du territoire ganglionnaire initial, ne fait pas classer en stade 4. C'est-à-dire on ne va pas classer en stade 4, seulement on va classer selon les caractéristiques qui se trouvent ici, au stade 1, ou 2 ou 3, mais ce n'est pas le stade 4, mais il faut ajouter la lettre E au stade d'extension ganglionnaire. Par exemple, si on a le stade 2, d'accord, et on retrouve un viscère qui est à contiguïté du site initial, qui n'est pas à distance, ça ne suffit pas pour classer stade 4, d'accord, le viscère doit être à distance du site initial de la multiplication des cellules au niveau du ganglion, mais on va ajouter la lettre E pour dire qu'on est vraiment dans le stade 2, mais quand on voit la lettre E, on va comprendre qu'il y a une atteinte viscérale d'un ganglion, d'un viscère qui se situe à proximité du site initial ganglionnaire. S'il y a atteinte de la rate, on ajoute la lettre S, splénique. S'il y a A, ça veut dire qu'il y a absence A, absence de signes généraux d'évolutivité. Et si vous retrouvez la lettre B, ça veut dire qu'il y a présence d'au moins l'un des signes généraux, soit la sueur, soit la fièvre, soit l'amaigrissement, sans le prurite, donc il n'est pas considéré comme
comme un signe général, d'accord? Donc non significatif pour le pronostic. Là, ce sont des lettres qu'il faut connaître absolument leur signification. Donc E pour atteinte viscérale à proximité du site initial, S pour une atteinte splénique, A, absence de signes généraux, et B, présence d'au moins des signes généraux. Donc non seulement on classe en stade 1, 2, 3 et 4, mais on ajoute à côté de ces chiffres, ces lettres pour donner des informations supplémentaires. Il y a certaines classifications. Une autre classification, c'est la classification de code Swartz en 1988 a modifié celle de Ann Arbor. Elle a ajouté une lettre X, d'accord, tient compte de l'atteinte ganglionnaire volumineuse définie par une masse ganglionnaire supérieure à 10 cm. Si on retrouve une masse ganglionnaire quelconque supérieure à 10 cm, on va ajouter la lettre X. Si on retrouve, voyez l'intérêt de l'IMT, index médiastino-thoracique. Si on retrouve un index médiastino-thoracique supérieur à 0,35, ça veut dire que la masse elle est vraiment grande. Parce que l'indice médiastino-thoracique, c'est la largeur la plus grande largeur de la tumeur médiastinale sur la largeur de la paroi thoracique. Donc si on le retrouve supérieur à 0,35, ça veut dire que l'adénopathie est vraiment grande et on ajoute la lettre X. C'est ça l'intérêt. D'accord? Très bien. Alors, on va citer ensemble les facteurs pronostiques de la maladie d'Hodgkin. Les facteurs pronostiques, ça veut dire quoi? Il y a certains éléments, si on les retrouve, ça modifie, disons, le pronostic de la pathologie. Ça rend le pronostic mauvais. Si on ne retrouve pas ces éléments, ça rend le pronostic un peu plus ou moins bon. C'est ça les facteurs pronostiques. Donc, les facteurs pronostiques, vous voyez que la maladie d'Hodgkin, elle est classée en stades. Stades 1 et 2 de la classification d'Ann Arbor sont considérés comme des stades localisés, tandis que les stades 3 et 4 sont considérés comme des stades étendus. D'accord? Donc, récapitule un petit peu. Stade 1 et 2, c'est vous classez la maladie d'Hodgkin en stade 1 et 2. Ça veut dire que vous êtes dans un stade localisé. Si vous retrouvez un stade 3 et 4, ça veut dire que vous êtes dans un stade étendu. Et dans les stades localisés, on utilise les caractéristiques ou les facteurs qui sont mis par l'European Organization Research of Treatment Cancer. Donc là, ils ont mis ces 1, 2, 3 jusqu'à 5. Ces facteurs, s'ils sont là, ça rend le diagnostic de la maladie d'Hodgkin mauvais. Et dans les stades avancés, on utilise International Pronostic Score. Donc là, pour les stades étendus. Donc, dans les stades localisés, 1. Le premier facteur pronostic, masse de plus de 10 cm ou mesurant plus tiers de diamètre, c'est-à-dire l'IMT, est supérieur à 0,3, 0,35. 2. S'il y a les symptômes B, ça rend le pronostic mauvais. S'il y a des signes généraux. 3. S'il y a plus de 3 groupes ganglionnaires atteints. 4. S'il y a une vitesse de dimondation supérieure à 50 mm par heure, donc là, on déduit qu'il y a un état inflammatoire important, et si l'âge supérieur à 50. Vous voyez que la présence d'un facteur rend la pathologie dans le groupe défavorable, c'est-à-dire de mauvais pronostic. D'accord? S'il n'y a pas ces éléments, c'est-à-dire dans le groupe favorable. Tandis que dans les stades étendus, les paramètres sont l'âge supérieur égal à 45 ans, le sexe masculin, l'hémoglobine inférieure à 10,5, donc une anémie importante, la lumicérique inférieure à 40, Stade 4 lui-même est un facteur de mauvais pronostic. Leucocyte supérieur à 15 fois 10, 9 par litre et lymphocyte. Voici les chiffres. Si existence de supérieur égal à 3 facteurs, ça rend la pathologie de pronostic défavorable. Et vous voyez là, chaque facteur pronostic de ces facteurs-là réduit le taux de survie malheureusement de 8%. Donc, vous voyez l'intérêt de ces facteurs pronostiques, c'est pour connaître la maladie d'Hodgkin. Récapitulons un petit peu. On a fait les examens, on a vu l'état clinique du patient, s'il retrouve des adénopathies. On fait les examens d'orientation, les examens de certitude histologique. On va confirmer la maladie d'Hodgkin. Ensuite, quand on pose le diagnostic de la maladie d'Hodgkin, on va voir le bilan d'extension. Le bilan d'extension va nous aider de faire le stade, de classer au début la maladie. Est-ce qu'on est dans le stade 1, 2, 3 ou 4? Donc, quand on classe la maladie d'Hodgkin, on sait dans quel stade on est. Est-ce qu'on est dans le stade localisé? Est-ce qu'on est dans le stade étendu?
Quand on classe les patients stade localisé, stade étendu, on va voir cette classification pronostique. On sait à partir de cette classification si on est dans le stade par exemple localisé défavorable ou localisé favorable, si on est dans le stade étendu favorable ou étendu défavorable, etc. Donc c'est vraiment important de connaître ça. Pourquoi? Parce que la prise en charge et le traitement dépendent du stade de la maladie d'Hodgkin. C'est-à-dire on n'a pas un traitement spécifique de la maladie d'Hodgkin, mais on a un traitement selon le stade, selon le stade de la pathologie. Très bien. Alors, on arrive à la partie la plus importante dans ce cours, c'est énumérer les principes du traitement. Alors, il faut savoir que le but de traitement, c'est de guérir la maladie, c'est logique, en associant une chimiothérapie et une radiothérapie curative. La chimiothérapie, c'est pour attaquer la masse et la radiothérapie, c'est pour consolider et pour la chimiothérapie, c'est dans un premier temps pour réduire la masse et la radiothérapie, c'est pour ce qui reste après la chimiothérapie, c'est ça. Donc, toujours avant le traitement, on fait un bilan pré-thérapeutique. Je suis en train de vous dire les éléments les plus importants à retenir. D'accord? L'écho-cœur, bilan hépatique, bilan rénal, parce que ce sont des traitements qui vont être métabolisés. Donc il faut avoir un bilan hépatique qui est normal, une fonction rénale au moins normale, glycémie, taux de protéines, sérologie virale. Le traitement est adapté selon le stade et les facteurs de risque. D'accord? Les formes qui sont localisées, c'est-à-dire stade 1 et 2 de la classification d'Ann Arbor, et ils sont de bons pronostics, c'est-à-dire ils sont favorables. Ils ont un pronostic favorable. Après avoir vu les éléments du pronostic, si on retrouve aucun de ces éléments pronostiques, donc là, le groupe est favorable. C'est ça le mot bon pronostic. Ils vont bénéficier de l'association chimiothérapie-radiothérapie. D'accord? Tandis que les formes étendues, comme c'est le cas pour les cancers, si vous avez remarqué, quand on a un cancer, par exemple, disons digestif, qui a fait des métastases partout, la chirurgie devient contre-indiquée. Donc, chimiothérapie, on dit toujours chimiothérapie exclusive. C'est à peu près le même cas ici. Donc, dans les formes étendues, c'est exclusivement la chimiothérapie qui trouve sa place. Il faut savoir que dans la chimiothérapie, le protocole le plus utilisé ou le protocole de référence, c'est le protocole ABVD. D'accord? Les molécules de la chimiothérapie, ABVD. D'accord? Et bien sûr, la radiothérapie, donc irradiation des territoires initialement atteints, et voici les doses chez l'adulte. Rien à comprendre ici. Alors, les indications, quelles sont les indications? Alors, bien sûr, on aura un traitement symptomatique, antiémétisant, contraception, parce qu'on aura une chimiothérapie, c'est logique. Et bien sûr, le traitement spécifique, voyez les indications dépend du stade. Si on est dans le stade localisé, c'est-à-dire stade 1 et 2 de classification d'Ann Arbor, et que le pronostic est favorable, d'accord? Donc, il bénéficie de l'association chimio-radiothérapie, d'accord? Si on est dans le stade localisé défavorable, aussi, ils vont bénéficier d'une radiochimiothérapie. Par contre, si on est dans le stade étendu, c'est-à-dire dans la classification d'Ann Arbor, c'est le stade 3 et 4, donc seulement la chimiothérapie est préconisée. Donc, vous voyez, il n'y a pas un traitement spécifique de la maladie d'Hodgkin, voici le traitement. Non, c'est selon le stade de la pathologie. C'est ça les indications. Ça se passe comme ça dans la maladie d'Hodgkin. D'accord? L'autogreffe, donc l'autogreffe réservée aux formes réfractaires au traitement initial et de rechute chimio sans cible. D'accord? Très bien. Là, je suis en train de vous citer les éléments les plus importants à comprendre. Je n'ai pas expliqué la partie des effets secondaires de la chimiothérapie parce que ce sont des effets qui sont connus, rien à expliquer. D'accord? On va passer directement aux éléments de surveillance du traitement. Donc, se fait avant chaque injection pour apprécier la tolérance et l'efficacité de la chimiothérapie. Donc, la surveillance, elle est tout d'abord clinique. On va rechercher les effets secondaires des drogues et le syndrome tumoral, s'il y a disparition des signes généraux. Biologique par l'hémogramme, s'il y a normalisation de l'hémogramme, le bilan biochimique et la radiologie selon les atteintes initiales.
Quand on va voir est-ce que ces adénopathies sont en train de régresser si on a par exemple des adénopathies thoraciques, disons. D'accord? Très bien. Alors, au terme des cures de la chimiothérapie, c'est-à-dire à la fin, des séances de la chimiothérapie, un bilan post-chimiothérapie, chimiothérapie CT, d'évaluation est réalisé qui comporte un examen clinique complet. Est-ce que les adénopathies ont régressé de volume? Examen ORL s'il y a une atteinte initiale ORL. Un bilan radiologique orienté par les atteintes initiales. Si on aura par exemple dans un premier temps une adénopathie profonde. Donc on doit voir est-ce qu'il y a une régression de cette adénopathie profonde. D'accord? Bilan biologique et histologique, ponction biopsie osseuse s'il y a atteinte initiale de la moelle. D'accord? S'il y a atteinte initiale de la moelle. Le pronostic, bien sûr, il dépend du stade clinique. Un stade 1 n'est pas égal à un stade 4. Les signes d'évolutivité et bien sûr l'acidité et la réponse au traitement. Tout ça, ça rentre dans le pronostic. On a presque fini. En conclusion, la maladie d'Hodgkin est une maladie qui est curable. Les progrès doivent être faits dans le sens de réduire la toxicité thérapeutique parce qu'il y a plein d'effets secondaires qui sont secondaires à la chimio et la radiothérapie. C'est la fin de notre cours. J'espère que c'était bénéfique pour vous. N'hésitez pas surtout à s'abonner pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Mettez un petit like et bien sûr, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine.